C'est un hypermarché select, comme un club privé. Bonjour. Bonjour. Il faut une carte nominative et payante, 36 € par an. Merci. Merci. Pour avoir le droit de faire ses courses dans cet entrepôt géant de 14 000 m². Alexandrine, assistante maternelle, et Eric, directeur commercial, sont à la tête d'une famille recomposée de 5 enfants. Café. Hop. Ça fait le café pour tout le monde. Le concept phare de l'enseigne, acheter les produits en gros pour réduire les prix. Bah, mets dans mon caddie si tu veux. La plupart des articles sont vendus par lot ou en format XXL. Comme ce liquide vaisselle d'une célèbre marque qu'on ne trouve qu'en bidon de 5 litres, l'équivalent de 10 flacons standards. C'est énorme, 5 litres. Oui, mais c'est pas grave. On ne le laisse pas sur l'évier, on remplit au fur et à mesure. Et après, on le remet dehors sur la terrasse. Si l'on rapporte le prix au litre, ce liquide vaisselle coûte 35% moins cher que quand on l'achète en flacon. Acheter plus pour payer moins. Et comme il n'y a pas de date de péremption, donc ça se garde. Ça se garde longtemps. Même sur les produits périssables, on mise sur les gros volumes. C'est énorme. Comme ces dindes, vendues 6 € le kilo. Elle fait 11 kilos. 12 kilos. 12 kilos. Oui. Ça passe pas dans mon four. Les aiguillettes de poulet sont vendues par barquette d'1,7 kg. Regarde les dates. Les Bah, dates. c'est tous les mêmes, tous le 20. Le couple redouble de vigilance sur les dates de péremption. Et là, c'est pour combien de jours les poulets que vous avez pris là? Oh bah là, bon, on va en faire Bon, pour 5, ça fait 2 jours, un plus, repas, puis après on congèlera le reste. Des produits en grosse quantité, mais avec beaucoup moins de choix. L'enseigne ne propose que 3500 références, 10 fois moins que dans un magasin traditionnel. Est-ce qu'il y a du pain de mie? Exemple, seulement 2 marques de pain de mie, contre une dizaine en hypermarché. Du coup, on prend pas le pain de mie Bah, là ils aiment pas ce pain de mie-là, les garçons. Même Loane, elle aime pas trop. Ok. Mais vous ne trouvez pas tout ce que vous voulez en fait? Ah non, non, c'est vraiment, pour nous, c'est de la Oui, course oui, d'appoint oui. complémentaire. Mais on commence par ici, parce que si on trouve ici, comme ça, dans le magasin plus global, plus généraliste, on fait le complément, quoi. La famille a le sentiment de faire de bonnes affaires. Mais c'est sans compter le passage par la zone que l'enseigne a surnommée « chasse au trésor ». C'est grand, mais c'est bon. Ouais, c'est bon. Vas-y, repose. Elle est située stratégiquement au centre de l'entrepôt. Friandises, C'est tout doux. déco insolite, jouets XXL. Les produits changent chaque semaine pour inciter les clients à revenir et les pousser à l'achat impulsif. Mais c'est un magasin ou une salle de jeu ici? Ouais, c'est un peu tout. Les deux. On prend un peu de plaisir, de temps en temps. Oui. Pour aujourd'hui, Eric et Alexandrine se contentent des essentiels pour leur famille de 6. Ça fait un total de 293,76 €. Merci, week-end à vous. au revoir. Mais depuis 4 ans qu'ils fréquentent le magasin, ils ont souvent cédé à la tentation. Pour l'anniversaire du fils cadet, ils ont craqué pour ce siège de jeux vidéo et son enceinte intégrée, 180 €. Pour Noël, Eric s'est offert une borne d'arcade, 500 €. Ouais, ça c'est tous les jeux de ma jeunesse où on mettait 1 € au café. Et pour Halloween, une faucheuse animée de 3 mètres de haut, 200 €. C'était le dernier qui restait, qui était en magasin, sinon on l'aurait pas acheté. Hein. Est-ce que cette enseigne ne vous pousse pas à l'achat, quoi? Pourquoi cette enseigne? Tout le monde nous pousse à l'achat en permanence, sur tous les sujets. Je l'aurais Et là, trouvé oui. ailleurs à ce prix-là, je l'aurais acheté. Mais on trouve pas ça ailleurs, c'est ça. Une fièvre acheteuse envahissante. Pour les produits frais, 2 réfrigérateurs et 2 congélateurs. Dans la cave de 120 m², des dizaines de lots s'amoncellent. Ça fait pas mal de pâtes, quoi. Et les produits ménagers ont colonisé la véranda. Ça va là-bas. On a dû mettre ces étagères-là pour stocker tout ce qu'on avait à stocker.
sur votre terrasse. Oui. Ça déborde un petit peu, là, non? Oui, ça devient de la logistique, là. Mais bon, au moins, voilà, on sait qu'il y en a. On n'est pas obligé d'en racheter toutes les semaines. Tout, on est tranquille pour plusieurs mois. Débarqué en France il y a 5 ans, Costco n'a encore ouvert que 2 magasins. Mais au niveau mondial, c'est un géant. Le numéro 2 de la grande distribution derrière Walmart est loin devant Carrefour. Un quart des Américains possèdent sa carte. Voilà, merci. Des produits vendus en gros sur palette qui font penser à un magasin de hard discount. Sauf qu'il n'y a que des grandes marques et quelques articles improbables, comme ce bijou à 300 000 € ou cette bouteille de champagne de 27 litres, 4 000 €. Les clients ont aussi accès à un espace pour faire changer leurs pneus, un restaurant à l'américaine et même un centre auditif. Parce qu'il y a un bouchon. Comment la marque arrive-t-elle à proposer des prix parfois 30% plus bas que la concurrence? Dans ce magasin d'un nouveau genre en France, fait-on toujours de bonnes affaires? Costco, c'est la contraction de cost control, contrôle des coûts en anglais. Et cela commence par l'optimisation des mètres carrés. Il est en train de verrouiller l'ouverture. Mourad est le responsable logistique. T'as encore plein de cartons qui traînent là, s'il te plaît. Après 20 ans dans la grande distribution, il a dû changer ses habitudes. Ici, pas de lieu de stockage. Toute la marchandise est dans le magasin. En exploitant les 7 mètres de hauteur, l'enseigne place 2 fois plus de produits qu'un hypermarché classique. Un gain d'espace et donc d'argent. Ces 3 gros blocs blancs sont des réfrigérateurs géants, à la fois lieu de stockage et rayon pour les clients, que l'on appelle ici des membres. Je peux stocker d'ici, le membre continue à acheter son produit sans être gêné et en toute sécurité pour lui. Parce que je stocke de l'intérieur. J'ai jamais vu ça ailleurs. C'est simple, si j'ouvre, le membre il passe par là et il achète son produit. L'enseigne entretient délibérément ce style entrepôt pour donner l'impression aux clients de faire de bonnes affaires. Lucas, s'il te plaît, regarde là. Viens voir. Mais un entrepôt savamment organisé. N'hésite pas à aller chercher les produits derrière. Faut qu'on voie le moins de vide possible, s'il te plaît. Essaye de refaire un truc propre. Visuellement, faut que ça donne envie d'acheter. Et tout de suite, toucher le produit, le tester, on va dire que c'est 40 à 50% de chance de plus de le vendre. Mourad s'assure que les palettes soient bien achalandées et parfaitement alignées. On ouvre dans 5 minutes, s'il te plaît. Les caddies, les cartons. On y va, tout de suite. Après l'ouverture, il ne pourra plus toucher à ces rayons. Pour des raisons de sécurité, les chariots élévateurs auront interdiction de circuler. Attention! Super! Entrepôt ouvert, bonne journée à tous. Parmi les premiers clients, de nouveaux adeptes. Bonjour. Pour la carte, c'est où? Nicolas, barman de 20 ans, et 3 de ses copains. Ces Parisiens ont fait 1 heure de route pour découvrir ce magasin. Mais avant d'entrer, il faut adhérer. L'adhésion, c'est une adhésion annuelle de 36 €, donc ce qui revient à 3 € par mois si on ramène sur un mois. Ici, vous allez devoir accepter nos conditions d'adhésion pour rejoindre notre club, que je vous remets tout de suite. Si vous estimez qu'aujourd'hui, vous n'y retrouvez pas dans les avantages que nous vous propose, on vous rembourse intégralement à n'importe quel moment votre adhésion. Donc la carte, comme je vous ai dit, elle est nominative. Il n'y a que vous qui pouvez l'utiliser. Un club plus sélect que ne l'imaginait Nicolas. Bienvenue chez Costco. Là, vous êtes un tout petit peu nombreux par rapport à nos conditions d'adhésion. Ils sont 3, mais Nicolas n'a le droit qu'à 2 invités adultes. Coco, l'ami de trop, va devoir laisser ses coordonnées afin d'obtenir un pass pour une visite. Du coup, il faut que je monte ma carte. Elle peut accompagner ses copains, mais ne peut rien acheter elle-même. Le magasin vend une centaine de cartes par jour en moyenne. Une clientèle plus captive, poussée à revenir sans cesse, dans l'espoir de rentabiliser au maximum son abonnement. Les jeunes Parisiens ont découvert l'enseigne sur TikTok. Oh, une grosse partie. Cette vidéo virale, publiée par un fan, compte 1 300 000 vues.
Je trouve ça énorme, à Paris, il n'y a pas ça. C'est incroyable. Moi, j'aime bien acheter tout et n'importe quoi, on va pas se le cacher. Surtout au niveau de nourriture. Et me dire qu'il y a vraiment beaucoup de choix et que c'est en gros, je suis content. Genre, pour moi, c'est un peu le paradis. Un paradis de la consommation, où Nicolas et ses amis se jettent sans frein sur tout ce qui leur fait plaisir. Laisse pas le choix. Ça, c'est direct dans le caddie. Hop. Finalement, sans se soucier des prix. On n'hésite pas sur les bons. Pas d'hésitation non plus sur les gâteaux apéritifs, vendus par pot de 800 grammes. Ça, c'est américain. J'adore ça. C'est des cheese balls. Dans les supermarchés, on n'en trouve pas en aussi grosse quantité. Je vais les ranger dans ma chambre. Et si j'ai une petite faim, j'ouvre et je mange. Et pour les retenir plus longtemps, Qui c'est qui goûte? On va tous goûter. une dizaine de stands de dégustation répartis dans tout le magasin. Croissants, au jambon, la béchamel et aux gruyères. Ah, ok, bon, on va... On attaque. Avec des produits différents chaque semaine. Allez-y, hop, hop, hop. Ça va pas l'air... Ah, c'est bon. C'est gratuit, ça, madame? Oui, c'est la dégustation. Par contre, si vous voulez en acheter, c'est juste là. Ça fait plaisir aux clients. Mais ça fait surtout doubler les ventes des produits présentés. Même lors de son passage en caisse, le client doit constamment se sentir privilégié. C'est nous qu'on va décharger, c'est nous qu'on va charger. Ah, ok. Le caddie va passer par ici. Comme aux États-Unis, un assistant se charge de ranger les courses. Pratique pour le client, mais aussi pour l'enseigne, qui parvient à doubler le nombre de passages en caisse par heure. Ça me plaît, ça, de rien faire? C'est spécial, ça me fait bizarre. J'ai trop l'habitude d'aller au supermarché, de tout mettre, de galérer à tout bien mettre en plus. C'est 98 et 74, s'il vous plaît. Alors, je pensais pas aller jusqu'à 100 €, ça c'est sûr. Mais il y a tellement de trucs qui m'ont tenté. Puis en fait, ça va vite. Ah ouais, c'est pas cher. On s'en rend pas compte. Mais au final, c'est moins cher. Mais c'est moins cher, mais vous achetez plus. Ça, c'est sûr. Mais aussi, c'est peut-être ça qu'on vient aussi chercher ici, puisqu'on vient visiter. Donc en même temps, voilà. Pour alimenter cet entrepôt de la tentation, direction l'étage du dessus, au siège social. Des dizaines d'acheteurs passent leur journée à négocier, à tester, afin de dénicher les produits qui taperont dans le mille. Ellie, livraison spéciale. On a les tapis qu'on attendait. Ok. Elisabeth et Guillaume, Je les trouve top. reçoivent chaque semaine des dizaines de produits à examiner. Vraiment, j'adore au niveau du toucher. C'est mémoire de forme, non? Ouais, complètement. Ils sont chargés du secteur maison et ameublement d'intérieur. C'est le produit directement. Ah Au ouais, niveau de la c'est top, hein. sensation, ouais. L'idée n'est pas de trouver un tapis à tout petit prix, mais un produit de qualité qui soit le moins cher du marché. Ce serait un produit que j'adorerais positionner à 14,99 €, mais on va voir si c'est possible. Pour négocier ce prix, elle doit commander de grandes quantités, 2000 minimum. L'enseigne limite sa marge à 14% contre 20 à 25% dans la grande distribution. Pour compenser, elle compte sur les recettes des cartes d'abonnement. Dans la suite. Elisabeth et Guillaume ne sélectionnent qu'un produit testé sur 4. C'est léger, hein? 2 bocaux du style apothicaire. Cet article leur a été envoyé par un fournisseur avec lequel ils ont l'habitude de travailler. J'aime beaucoup le packaging. Il faut savoir que le packaging, c'est mon premier vendeur. Ça, c'est vraiment parfait pour moi parce que on sait ce que c'est, on sait comment l'utiliser, ça donne envie. Il y a un côté très appétant. Oh là, ils n'ont pas le même poids. J'ai peur que ça soit pas très solide. Comme s'il y avait une qualité différente. Je suis pas hyper convaincu, honnêtement. La qualité les laisse sceptiques. Le prix, lui, finit de les décourager. Par rapport au prix d'achat en fait que nous propose le fournisseur, on ne pourrait pas le vendre à moins de 45-50 € et j'ai peur que nos membres ne soient pas séduits. Mais même quand le produit est sélectionné, il n'est jamais assuré de garder sa place en magasin. 15% des références sont constamment renouvelées. Bonjour, c'est Schreiber, vous allez bien? Ça va et vous? Antoine et Xavier sont 2 commerçants lillois. Il y a 1 an, ils ont convaincu Nicolas, responsable du secteur hygiène et beauté, de leur acheter des culottes menstruelles lavables. Vous voyez, hein, on se moque pas de vous, hein, on vous met bien en valeur. Elles sont vendues par lot de 3
pour 12,89 €, 20% moins cher que dans l'hypermarché voisin. Ça fonctionne bien? On est très content. Après, ce qui est vrai, c'est qu'après une année, on commence à un petit peu voir les ventes, on va dire, stagner. On va dire ça comme ça. L'objectif, c'est de pouvoir redynamiser un petit peu le produit. Moi, dans l'idéal, ce que j'aimerais pour pouvoir continuer à développer les ventes, c'est d'avoir des nouveaux formats. Parce qu'aujourd'hui, le produit basique, on l'a vendu. Comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir améliorer ça? Qu'est-ce que vous pouvez me proposer en termes de nouveaux produits? Nous, on a développé des gammes de couleurs et on a également développé une gamme pour les ados. Donc, en fait, ado, c'est ça, c'est le... Oui. Ok, très bien. Quand est-ce que vous pensez pouvoir revenir vers moi avec des offres prix sur ces produits-là? 15 jours maximum, vous avez une offre adaptée à votre magasin. Et en termes d'amélioration des palettes, où est-ce que vous en êtes par rapport au cartonnage? Nicolas exige de ses fournisseurs un effort supplémentaire. On a préparé la maquette. C'est à eux de mettre en valeur le présentoir. Il y aura une couleur qui est beaucoup plus sympathique peut-être que le blanc, ça c'est une histoire de goût. Mais surtout, on aura une signalétique pour les consommateurs avec la correspondance des tailles. Les fournisseurs lillois se démènent, car ils savent que Nicolas peut leur ouvrir les portes des 845 magasins dans le monde. Une manière de massifier, Costco, c'est les ventes. À partir du moment où un produit marche dans un pays, on communique autour. Vous allez leur faire vendre des pilotes menstruels aux États-Unis aussi ou... Alors, je suis assez convaincu, oui. Moi j'espère que oui. J'en suis convaincu et on va tout faire. On va tout faire pour être présent. Donc la prochaine étape, c'est le Canada, qui est un gros marché. Avec eux? Avec Costco. Ah, c'est pas acté, c'est en discussion. On verra ça bientôt. On est proche. Je vous remercie beaucoup. Bon retour à vous. Merci. Et on se tient, Des fournisseurs mis à contribution. Et pour la promo, l'enseigne ne compte pas sur des campagnes de pub payantes, mais sur des clients qui ne lui coûtent pas un centime. J'ai pas l'impression qu'elle soit revenue en stock. Olivier et Marie sont présidents du fan club de l'enseigne. Il n'y en a pas? Non. Vous cherchez quoi? On cherche des pépites de chocolat. Et elles sont peut-être pas revenues. Les gens sont pas contents parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Chaque semaine, sur leur groupe Facebook, ils répondent aux questions de leurs 35 000 membres. Des pelettes et des bûches densifiées. Aujourd'hui, les chauffages, on nous a demandé pas mal ça. En plus, il y a une promo dessus. Infos sur la disponibilité des produits ou sur les nouveaux arrivages. On va la prendre en photo parce qu'il y a une remise de 400 €. Je vais prendre les bottes à fourrure parce qu'on a eu 2 posts à ce sujet. Vous me faites de la pub pour cette enseigne, vous devriez travailler pour eux, là. Vous faites tout ça gratuitement. Ouais, je sais pas pourquoi on fait ça, en fait. Mais peut-être pour échanger avec les gens, parce que c'est sympa, et puis on rencontre du monde. Nous, on se connaissait pas avant, par exemple, et on s'est connus comme ça avec le fan club, donc ouais, c'est sympa. Ils ont même percé quelques secrets de l'enseigne, notamment la signification des chiffres après la virgule dans le prix des produits. Pour faire des économies, il faut regarder le 97. En général, c'est une indication d'un prix qui est très très bien. Ça veut dire que c'est une dernière des marques, ça va bientôt se finir. Ouais, là, j'ai une autre astuce pour vous. Et l'étoile en plus, ça veut dire que le produit est arrêté par le fabricant. Donc, il sera peut-être remplacé, peut-être différent, en tout cas, on ne le retrouvera pas. C'est-à-dire qu'il n'y en aura plus? Là, il n'y en aura plus, oui. L'étoile, c'est sûr, il n'y en aura plus. Mais ça, c'est une indication pour le public, ça? Non, c'est une indication pour les gens à l'intérieur de Costco. Mais nous, on a l'information, donc on le partage aussi avec les membres du fan club. Comment vous avez eu cette information, Olivier? On a des taupes dans le magasin. Ah! Les deux experts vont jusqu'à renseigner le temps d'attente en caisse pour que les membres du club planifient au mieux leur visite. Je mets l'heure de poste. Voilà, c'est fait. Et leur réserve de fans ne risque pas de se tarir. D'ici 5 ans, partout en France, l'enseigne compte ouvrir une dizaine de magasins. Attends, je vais qu'on mette les sacs. Sébastien, Charlène et leurs 2 enfants, Timéo et Luna, viennent faire leurs courses tous les samedis dans ce magasin de déstockage. Charlène, vous êtes le premier. On essaye. On essaye d'être les premiers. À l'intérieur, 650 mètres carrés de produits à prix cassé, comme de la viande, soldée jusqu'à 75%.
un panaché. En plus, ça nous permet, on a 4 sortes de chaque. Du coup... 12 saucisses à moins de 3 €, à condition de les consommer rapidement. Donc là, celui-là, il est jusqu'au 21, donc c'est-à-dire jusqu'à demain. Ça vous freine pas que ce soit à la date? Du tout. Non, du tout. Non, c'est estimé jusqu'au 21, c'est que c'est consommable, donc je vois pas où est le problème. Sébastien est chauffeur-livreur et Charlène infirmière. Pour leurs courses, leur budget est millimétré. Tu veux quoi, mousse au chocolat noir. Celle-ci? Oui? Je te prends celle-ci? Tiens, tu mets dans ton caddie. Avant de découvrir ce supermarché, le couple n'achetait quasiment que des produits de marque distributeur. Ici, on peut se permettre d'avoir une marque hyper connue et on est sûr que ce soit super bon et on se fait forcément un peu plus plaisir que les sous-marques. Quand on voit 1,29 €, il y en a 4 à 1,29 €. En grande surface, nous, on connaît un peu les prix, c'est quand même 40 à 50, voire 60 centimes plus cher. Revers de la médaille, la famille ne sait jamais ce qu'elle va trouver. Des barres de céréales pour l'école? Ouais. En plus, c'est au chocolat. Chocolat? Oh ouais. Ouais. Bah, on va peut-être prendre 4 boîtes à ce moment-là. Oui. Car dans ce magasin, les produits changent tous les jours en fonction des arrivages. On n'est pas sûr de les retrouver quand on reviendra, parce que comme c'est du déstockage, on sait, ça se trouve, on revient la semaine prochaine, il n'y en aura plus. 1, 2, 3, 4, des petits prix qui poussent parfois à la surconsommation. 7, 8, 9 au moins. À force d'accumuler les bonnes affaires, le couple a dépassé son budget de 61 €. Alors 211,72 € s'il vous plaît. Charlène pense être gagnante malgré tout. Merci. Vous en auriez eu pour combien dans un supermarché classique selon vous? Si je devais faire le comparatif, je pense que je me serais dangereusement approché des 300 €. La famille préfère parcourir 30 km pour faire ses courses, alors qu'un supermarché traditionnel se trouve à seulement quelques minutes de chez elle. Plus de trajets et aussi plus d'organisation à la maison. Alors, mon placard magique. À l'intérieur, des étagères bourrées de provisions qu'il faut trier. 29 juillet, donc ça va être à manger en priorité. Entre le stock de brioches, le stock des gâteaux, non, effectivement, on est sur le placard des bonnes affaires. Ça, c'est pour ce soir. C'est pour ce soir. Classer le placard, comme le réfrigérateur. Ça jusqu'au 10 décembre. Acheter des produits frais déstockés ne laisse pas beaucoup de liberté dans le choix des menus. Comme on a acheté de la date courte jusqu'au 21, donc demain midi, on va faire au barbecue grillé saucisse merguez. Demain soir, ça sera les blancs de poulet. Voilà. Aujourd'hui, le couple n'achète dans les supermarchés classiques que les produits qu'ils n'ont pas trouvés chez les déstockeurs, comme par exemple le sucre ou la nourriture pour leurs animaux. Grâce à cela, la famille estime avoir économisé près de 300 € sur son budget mensuel. Depuis 10 ans, les déstockeurs alimentaires fleurissent partout en France. Situés en périphérie des grandes villes, ces magasins d'un nouveau genre concurrencent la grande distribution. Des marchandises venues tout droit des usines agroalimentaires ou des supermarchés et qui étaient destinées à être jetées. Comment les déstockeurs font-ils pour s'approvisionner? Quelle est la qualité de ces produits à prix cassé? Hervé Bellec commence sa journée à 6h30. Salut Sandra. Bonjour. Bonjour. Salut Cathy. Ça va bien? Dans son magasin de déstockage, salut Eric, salut Mathilde. Une dizaine de salariés est déjà sur le pied de guerre. Là, il va être pas mal, là, je pense. 6 jours sur 7, le patron réceptionne la marchandise de 2 semi-remorques. Là, c'est la volaille, donc on va contrôler le nombre de colis. Ouais, les crêpes, les donuts, les pancakes. Tous ces produits proviennent de fabricants qui n'ont pas réussi à écouler leur stock auprès de la grande distribution. Chaque jour, Hervé, qui possède 2 magasins, reçoit 5 tonnes de marchandises. Là, c'est des chips produits apéro chèvre miel. Voilà, format maxi. Comment ça se fait que vous les avez ici? Alors, la date 15-11, donc c'était la date d'hier. Donc, on va dire que c'est des produits en date dépassée.
on a le droit de les vendre. Il n'y a aucun risque pour la santé. Mais pour une question d'image de marque, les supermarchés, eux, refusent de les vendre. Dans le magasin d'Hervé, les recalés de la grande distribution se comptent à l'appel. Problème de packaging, de calibrage et même de code barre, comme avec ces yaourts. Donc il y avait une promotion qui était à 4 plus 2 offerts. Une fois que la promotion est finie, le code, le gène code ici qui permet de retrouver le prix en caisse est désactivé. Et donc il peut plus passer en magasin. C'est pas possible de changer le code barre? Non, sur les yaourts c'est très dur. Changer une étiquette comme ça, c'est quasiment impossible. Ouais. Hop alors. La grande distribution retoque même parfois de la marchandise haut de gamme, comme ces 600 boîtes de foie gras. Pourtant, sur l'emballage, le produit peut être consommé jusqu'en juillet 2023. Pourquoi un industriel ne peut pas le vendre à la grande distribution en l'état maintenant? Et pourquoi il vous le vend à vous? Il ne peut pas le vendre à la grande distribution parce qu'il reste moins de 2 ans de date. Pour des questions de logistique, les supermarchés imposent aux industriels de leur livrer des boîtes de conserve avec une date de plus de 2 ans. Résultat, ce foie gras se retrouve bradé chez Hervé. Cette boîte, elle va être vendue à combien? C'est 5,75 € pour 200 grammes. Moitié moins cher qu'en supermarché. Chez un déstockeur, il y a en général 3 à 4 fois moins de références que dans une grande surface traditionnelle. Le magasin d'Hervé en compte 2000. Et il peut recevoir des quantités astronomiques pour un même produit. Comme cette palette d'1 millier de gâteaux à consommer de préférence dans les 2 semaines. Hervé et sa femme Cécile, salariés dans le magasin, les positionnent en tête de gondole. Ça accroche l'œil. Voilà, on les voit de loin. Voilà. Ce genre de gâteau, difficilement passer à côté sans en prendre un paquet, quoi. Parce que pour le goûter, pour le petit creux. Comme la majorité des articles du magasin, ces gâteaux sont à moins 25%. Le couple espère en vendre une dizaine de paquets par jour. Mais parfois, le déstockeur doit casser encore plus ses prix, notamment sur les produits frais, vite périssables, comme la viande. Donc ici, par exemple, on a une date au 17, il nous reste 2 jours de vente, typiquement où il va falloir qu'on parte à moins 50 pour être sûr de le sortir. Des prix attractifs et une communication bien rodée. Alors, on va faire les photos pour Facebook. Alors, les nouveautés. Les Danone. Chaque jour, Cécile photographie les articles en promotion pour avertir les 4000 abonnés de la page Facebook du magasin. Je prends les produits qui sont arrivés aujourd'hui, qu'on a mis en rayon. Ça va permettre de les publier ensuite sur Facebook. Et il y en a que ça les décide à venir nous voir parce que voilà, c'est des produits qu'ils connaissent, qu'ils aiment. Activez-les en haut aussi. On n'a pas la possibilité de faire de la pub en papier parce que c'est juste pas possible de prévoir 15 jours à l'avance qu'on va recevoir. C'est beaucoup plus simple comme ça, quoi. Là, une publicité qui ne coûte pas 1 centime. Ceux-là, on est bon. Et pour se dégager une marge malgré les rabais... Je peux vous le passer. Ne quittez pas. Hervé négocie serré ses prix d'achat auprès d'une centaine de fournisseurs. Oh oui, bonjour. Au téléphone, un industriel qui lui propose 40 barquettes de poisson pané. Il peut y avoir 5 morceaux dans une barquette. D'accord. Prix de 4,50. Vous pouvez m'aider un chaud, il y a 4 € ou pas? Alors, attendez, je peux demander au moins 4,20? 4,20 alors, ouais. On est parti là-dessus. Ouais, Pierre, excuse-moi. Dis-moi tout. Quelques minutes plus tard, un fabricant de jambon. Oui, ça va. J'ai une petite liste là sur du jambon en 2 tranches, 20 tranches et 22 tranches. Tu peux me les mettre à 3 balles, les autres, c'est du gros là. Ça. 3 € au lieu de 3,50 €. Écoute, ouais, je vais faire l'effort. Tu peux m'en prendre combien? Bah, je te prends tout, pour le coup. À chaque fois, Hervé grappille quelques centimes. Je vais partir ça pour demain. Ça roule. Salut, Pierre. Cela lui permet de se dégager en moyenne 25% de marge. Sur ce produit qu'on va vendre 3,60 € à la barquette, on va gagner quelque chose comme autour de 10 centimes à la barquette. Mais c'est 10 centimes, plus 10 centimes, plus 10 centimes. On a des métiers de centimiers. Hein. Mais Hervé est capable de rogner sur sa marge pour éviter les pertes sèches. Qu'est-ce qu'il nous reste? On doit avoir un peu de fromage par là, non? Si on a le brie... 1 heure avant la fermeture du magasin. Le brie de Meaux, ouais, on a un peu de brie ici. Le patron et ses équipes repèrent les produits frais qui se sont mal vendus. Ici, tiens, t'as les trucs là.
des flancs de courgettes. Tous ces aliments seront périmés le soir même. Pour les écouler au plus vite, Hervé préfère les brader. Donc voilà, ce produit-ci, donc c'est un émincé de poulet qui a date du jour, du 15-11, donc c'est la date d'aujourd'hui. À la base, il était vendu 6,50 €. Il était vendu à moins 50 toute la journée, donc 3,25 €. Et là, pendant la dernière heure, il sera à 50 centimes. Donc, Ça voilà. fait quand même une sacrée perte pour vous monétairement. Ça peut faire une sacrée perte, mais c'est toujours mieux que zéro. L'opération semble avoir du succès auprès des clients. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'intéressant, madame? Les blancs de poulet. Les petits-enfants s'en raffolent. 50 centimes, ça vaut le coup. Quand on n'est pas trop riche, là, c'est bon. Mais une fois le magasin fermé, Hervé a encore de la marchandise sur les bras. Hop. Une vingtaine d'articles sur les 40 bradés qui, malgré ses efforts, devront être détruits. À 19 h, à l'heure des comptes, Cécile est plutôt satisfaite pour un jour de semaine. Le chiffre d'affaires frôle les 7 000 €. C'est une bonne journée, oui. Quand on a démarré la première année, on n'aurait pas imaginé d'avoir des chiffres comme ça. Voilà, on a commencé tout petit et voilà, et ça monte progressivement et ça continue de monter. Donc 7 000 €, oui, si on est bien, ouais. Ouais. Cécile et Hervé travaillent plus de 10 heures par jour, 6 jours sur 7. C'est ouvert? T'as les clés? Ouais, c'est ouvert. Alors, Izzy, passez une bonne journée. Salut, mon chat. Même à la maison, le couple et leurs 2 enfants, Léna, 16 ans, et Nolan, 13 ans, Vous venez voir ce qu'on a pris, si ça vous plaît. vivent au rythme des arrivages du magasin. Chef tomate et 4 fromages. Et on a du parmesan qu'on a ramené de la maison, du magasin hier. Ça va toujours? Ouais. Donc dans le frigo, il n'y a que des choses du magasin. Ouais, regarde, là, t'as des crêpes, moins 25% en caisse. Donc voilà, ça, les sauces, parce qu'on a pas mal de sauces, donc ça, c'est aussi du magasin. On a sauce japonaise. Ouais, voilà, des choses comme ça qu'on a eu un jour en déstockage. Voilà, c'est sympa d'avoir ces sauces. Mais voilà, des jours où on a, donc on prend, et si on n'a pas, on attend la semaine d'après ou 15 jours après. Après, il y a des choses qui sont assez souvent comme les trésors. Voilà, des choses comme ça, les céréales du matin, et voilà, ça c'est aussi les céréales Ça, du c'est magasin. pour toi? Ouais, et ça c'est pour moi, je fais pique. Pour ouvrir leur premier magasin il y a 5 ans, Cécile et Hervé ont investi toutes leurs économies, 50 000 €. Ah, les enfants qui montaient des boîtes de palettes. On était des piles de palettes, des pyramides de On était palettes. assez fiers de cette pyramide finalement. On était tout contents. On était fébriles quoi, la première journée là, à 9 h, c'est l'ouverture, on s'est dit est-ce qu'il y aura du monde, pas de monde et voilà, on était ravis parce qu'il y avait quand même pas mal de clients. Alors on est curieux parce que pour le coup, les gens ne savaient pas trop à quoi s'attendre. Avant de se lancer dans l'aventure, Cécile était assistante maternelle. Hervé, directeur d'une usine de charcuterie. C'est à force de voir le gaspillage alimentaire dans son entreprise qu'il a eu l'idée de faire du déstockage. Aujourd'hui, l'ancien industriel met à profit son carnet d'adresses. Ouais. Côté fournisseur, de par mon passé dans l'agro, j'avais des contacts et c'est vrai que ça aide. Ça aide d'avoir les adresses, ça aide aussi à avoir confiance parce qu'on travaille avec certaines belles marques nationales qui font quand même attention où sont leurs produits. Vous n'êtes pas dit c'est une idée folle, un petit peu? Si, bien sûr, ouais. Il avait un bon poste, il gagnait bien sa vie, mais c'est dommage de rester dans un métier où on s'ennuie, quoi. Les ambitions du couple ne s'arrêtent pas là. Bon, ça fait l'eau. Dans les prochains mois, ils comptent ouvrir un 3e magasin. Aujourd'hui, en France, il y a plus de 3000 supermarchés de déstockage. Leur chiffre d'affaires a bondi de plus de 60% en quelques années. Mais avec cette croissance, il faut sans cesse trouver de nouveaux stocks. Dans la Sarthe, une enseigne de déstockage règne sur le département avec 4 magasins. Je
Bonjour. Le patron est Philippe Froger, 59 ans. Allez-y, allez-y. Merci, monsieur. Bonjour. Ça va? Philippe a passé toute sa vie dans les rayons. Avant d'être déstockeur, il était directeur d'un hypermarché, une passion familiale. Dès petit, j'étais déjà dans un magasin, chez mes parents. Avec ses 4 supermarchés, Philippe possède près de 3000 mètres carrés de linéaire. Pour les remplir, il ne propose pas seulement des produits à date courte, mais aussi des articles dont la date est dépassée, parfois de plusieurs mois, comme au rayon biscuits. Là, sur un rayon comme celui-ci, ça doit représenter entre 1 tiers et 50% du rayon. Hein. Une particularité bien précisée pour chaque produit, rien d'illégal. Car pour ce type d'article, il n'y a pas de date limite de consommation, seulement une date conseillée. Il y a des gens qui n'achèteront pas, mais on a une grande partie de nos clients qui sont très habitués à ces produits-là. Ryan Sohan. Ilan. Cette marchandise est soldée à 50%, comme ce sachet d'œufs de Pâques en chocolat, vendu 2 €. C'est quoi la date de péremption là sur ce paquet? Donc là, c'est le 31/10/2021. Donc on sait déjà qu'ils sont déjà périmés, mais vu qu'ils vont être mangés pour Noël, donc voilà. Après, ça dérange pas trop, puis nous, le périmé, c'est pas dérangeant. Qu'est-ce que tu te dis, toi, du fait que ce soit périmé? Bon, c'est pas grave, ça se mange, pas de gaspillage comme maman dit. La consommation de ces produits n'est jamais dangereuse pour la santé. Mais avec le temps, leur saveur peut se dégrader. Régulièrement, Philippe, accompagné d'Alexandre, son associé, joue les goûteurs. On a un doute sur celui-là. La date de ces cookies est dépassée depuis 1 an et demi. Ben là, il est croustillant, il n'a pas goût de rance. Il y a juste les morceaux d'abricot qui sont un peu durs, mais après, au fur et à mesure, ça redevient plus souple en bouche. Aujourd'hui, on floute la date. Personne, on prend un produit à date non dépassée. Je suis sûr que le client, il ne pourrait même pas se rendre compte des différences. Puis vient le tour de ce soda. Déjà, les bulles. Il y a les bulles. Expiré depuis 10 mois. Oui, il n'a pas perdu de saveur du tout. Il y a un peu moins de bulles. Ouais, peut-être un peu moins. C'est pour ça que la dernière fois, quand même, on a accentué les promos pour le vendre quand même plus vite, parce que là, ça va, mais dans 2 mois, il sera plus bon. Chaque année, Philippe et Alexandre détruisent 4 tonnes de produits pour des questions de goût. Pour remplir ses rayons, Philippe accepte aussi des marchandises qu'il n'a pas commandées. Bonjour. Mais dont le transporteur veut absolument se débarrasser. Oula, ça, c'était pas prévu, tiens. 9 palettes d'œufs. T'as 9 palettes d'œufs dans le camion? Ouais. Oula, on va faire de l'omelette. Hein. Ces œufs imprévus étaient destinés à la grande distribution. Mais pendant le transport, certains ont été endommagés. Les œufs sont cassés, là. Ouais. La palette a pris un choc, là. Plus de 3 tonnes d'œufs. Et ça n'est pas fini. Je vous emmène des œufs. J'ai 8 ou 9 palettes d'œufs. Là, c'est le gag de la journée. Ton collègue, il amène 8 palettes d'œufs aussi? 8 ou 9, moi. D'accord. Près de 100 000 œufs au total. Ah ben là, c'est phénoménal. Là, une palette, vous voyez, une palette d'œufs, c'est comme ça. Hein. Endommagés ou livrés en retard, ces œufs ont été refusés par la grande distribution. Le transporteur se retrouve avec la marchandise sur les bras et il doit en plus la payer aux fabricants. Sur un dossier comme ça, le plus grand perdant, c'est le transporteur. Parce que là, la marchandise, je pense que là, vu la quantité, il y en a au moins pour 8 000 €. T'en as combien de sortes, là? 3 sortes? 4. Philippe ne lui paiera que la marchandise en bon état, environ 4 000 €. Il faut maintenant réussir à vendre 6 tonnes d'œufs dans son magasin. Tu mets plusieurs cartons, ouais. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Le déstockeur va appliquer une offre spéciale. Une boîte achetée, une offerte. Mais Philippe sait que cela ne suffira pas à écouler tous ses stocks. Alors il fait appel à Alexandre. Les œufs, si tu peux appeler tes contacts. Hein?
Là, j'appelle une boulangerie avec qui je travaille sur une ville où on a l'un de nos magasins. Allô, Bruno? Allô? Tu m'as dit cette semaine que tu aurais besoin d'eux. J'ai reçu un gros arrivage d'œufs. T'en voudrais combien à peu près? 3600 œufs, t'as qu'à me mettre 10 cartons. 10 cartons, tu veux 3600 œufs? Ok. Oui. Ok. Ouais, super. Okay. Et je te livre ça demain matin, ok? Oui, merci. Salut Bruno, merci, bon courage, ciao. Entre les boulangeries, les dons aux associations et leurs 4 magasins, tous les œufs ont été écoulés. Philippe et Alexandre reçoivent souvent des marchandises en grande quantité. Mais il y a une gamme difficile à trouver en déstockage. Les fruits et légumes. Ce jour-là, Alexandre se rend chez un agriculteur. Bonjour. Simon ou Pierre? Pierre. Pierre et sa famille sont spécialisés dans la production de pommes depuis 4 générations. Leur principal client est la grande distribution. Dans ce hangar, les pommes sont triées en fonction de leur calibre. La phase suivante, après le tri machine, ça va être le tri manuel. Donc c'est le dernier tri avant que les fruits partent en magasin. Taille, aspect, couleur, 10% des pommes sont retoquées, car non conformes aux critères des grandes surfaces. Donc là, on a un fruit qui est légèrement difforme, et donc ça, on le retire. Et puis après, là, on a un fruit qui est légèrement choqué également. Et donc ça, ces fruits-là, toi, tu penses, Alexandre, que dans ton magasin, tu pourrais nous les commercialiser Oui, ça rentre complètement dans notre cahier des charges aujourd'hui pour les clients. Moi, je considère très peu de défauts. Oui, c'est vrai, ils sont peut-être un point ici, mais le produit est bon, il est comestible sans problème. Ces pommes imparfaites, Pierre les propose à 50 centimes le kilo à Alexandre, moitié moins cher que les belles pommes qu'il vend au supermarché. Une affaire pour le déstockeur qui va les revendre 79 centimes à ses clients. Ils vont regarder le produit et ils vont voir le prix. Quand ils vont voir 79 centimes le kilo, honnêtement, ils ne vont pas faire attention aux petits pets qu'il y a sur la pomme. Si Alexandre est capable de me passer 5 tonnes semaine et que moi, sur ces 5 tonnes semaine, je gagne 40 centimes, je gagne 2000 € par semaine supplémentaire. Ouais. Alexandre compte développer ses partenariats avec les agriculteurs du coin. Proposer des fruits et légumes locaux, un argument de plus pour concurrencer les supermarchés traditionnels. Bonjour. Élodie est mère de 4 enfants. Pour elle, fini les grandes surfaces classiques. Elle préfère cette épicerie anti-gaspi. Ici, que des produits qui n'auraient pas dû finir dans son panier, mais à la poubelle. Comme ces légumes un peu moches, ou ces fruits hors standard qui ne rebutent pas Élodie. Peut-être une forme un peu différente, mais elles sont délicieuses en tout cas. Des figues à 1,50 €, ça doit être 500 grammes. Et elles sont à 5-6 € ailleurs. Donc ça vaut sacrément le coup. Les prix sont entre 15 et 50% moins chers que dans les grandes enseignes. Mais il y a quelques contraintes. Alors, les poulpes au pesto, c'est une date courte en fin de compte. Je pense qu'il faut les consommer avant demain. À 1,10 €, 4 fois moins qu'en supermarché, Élodie n'hésite plus. Je peux me permettre d'acheter des produits que je n'achèterais pas forcément en grande surface parce que justement, on arrive à avoir des réductions assez intéressantes. Et pour ces blancs de poulet qui seront périmés dans une semaine, ça va partir au congélateur en rentrant. Dans les rayons, le choix est parfois un peu limité. Alors mes enfants me réclament de la pâte à tartiner, ça c'est certain. Mais là, typiquement, je ne vais pas prendre ça. Je vais être obligée d'aller ailleurs parce que moi, ils me demandent une marque bien spécifique. Et si je ne reviens pas avec ça, je me retrouve avec le pot qui moisit et que je vais jeter. Donc autant le laisser à ceux qui ne jetteront pas. On ne trouve pas tous les produits ici, quoi.
Non, on ne trouve pas tout. Une fois par mois, je vais compléter et je vais aller acheter ce que je n'ai pas trouvé ici dans une grande surface plus classique. Voilà. En revanche, le passage en caisse est moins douloureux qu'en grande surface. Bonjour. Bien et vous? 30% moins cher en moyenne. En venant ici, on diminue sensiblement le budget, puisque avant pour 6, j'avais un budget d'environ 1 200 € par mois. Et là, on n'arrive pas loin des 900, donc c'est plutôt intéressant. C'est même carrément intéressant. Chaque mois, dans cette épicerie, 30 tonnes de marchandises sont sauvées de la destruction. La plupart des produits sont des invendus. Ils ne proviennent pas des hypermarchés de la région. Au revoir, merci. Mais directement des fabricants. « 8 h du matin. Hop. Je vais dépoter. Marlène, la responsable du magasin, réceptionne les fruits et légumes. Certains sont juste un peu défraîchis, comme ces navets produits dans la région. Ça, c'est des produits, par exemple, qui vont être écartés du circuit traditionnel parce que les fans vont être un peu fatigués, un peu flétris. Mais on peut vraiment voir que le produit, il n'est pas altéré, il est vraiment nickel, intact, au niveau de la fermeté, tout ça. C'est juste la fan qui est un peu fatiguée. Ces navets, comme d'autres légumes, ont été refusés par la grande distribution au moment de leur livraison, car jugés inesthétiques. Le producteur s'est retrouvé avec la marchandise sur les bras. On va y arriver. La grande distribution, en fait, ils vont juste juger sur le visuel du dessus. Pour eux, là, ils vont considérer qu'il y a trop de produits impropres, on va dire ça comme ça, et du coup, ils vont l'écarter. Et moi, mon maraîcher, il va venir me le proposer, et nous, on va prendre le temps de faire le tri. Les géants de la distribution ont parfois des pratiques qui génèrent beaucoup de gaspillage, car ils imposent aux transporteurs des contrats stricts. Les colis livrés doivent être impeccables. Sur cette palette, de la marchandise refusée par un hypermarché. Donc les œufs. Alors, vous voyez, par exemple, là, les œufs, là, j'ai une palette, vous voyez, la boîte, elle va être endommagée, donc ça a pu être un refus. 10, 12, 14... J'ai 16 boîtes, il y en a une qui est cassée, il y en a 15 qui ont été refusées, du coup. Un œuf de cassé, tout le lot est retoqué. Et des fois, il y a du tri, ça peut être un yaourt qui est légèrement, l'opercule légèrement abîmé. Là, il y en a un qui a perdu ses petits frères et ses petites sœurs, mais bon, il est consommable. Donc ça, c'est refusé pour eux. Mais aussi un colis de 6 bouteilles de yaourt à boire, exclu pour une seule étiquette déchirée. C'est une pratique commerciale qui va être faite par la grande distribution en fait, pour faire pression au niveau des transporteurs, au niveau des fournisseurs. Pour vous montrer l'absurdité, des fois, moi, je vais recevoir une palette entière de produits. Ils ne sont même pas défaillants, c'est juste parce que le livreur est arrivé 1 heure en retard. Si nous, cette palette-ci, on ne la récupérait pas, l'intégralité des produits que vous voyez sur cette palette était destinée à être détruits ou être mis à la poubelle. Alors, ces articles, écartés du circuit, les petits fours salés. Marlène les rachète à petit prix aux transporteurs. Ensuite, ils seront revendus en magasin, moitié moins cher qu'en supermarché. Les produits non alimentaires, Marlène les rachète directement auprès des industriels ou des grossistes. Des invendus pour la plupart, mais aussi des fins de série. De temps en temps, ça va être juste parce qu'ils ont changé le packaging, en fait. Et la grande distribution va vouloir les nouveaux packaging. Là, on est sur un fond blanc. Avant, par exemple, c'était un fond bleu sur une écriture blanche. Sauf que ça, ils n'en veulent plus, c'est boudé. Donc ça se retrouve dans nos réseaux, quoi. Mais ce sont les fruits et légumes qui sont les plus gaspillés en France. Près du quart de la production nationale part à la poubelle chaque année, 2 millions de tonnes. Avec l'essor de la grande distribution dans les années 60, des normes ont été créées pour standardiser certains produits frais. Une courgette, par exemple, doit mesurer entre 14 et 21 cm. Un kiwi doit peser au moins 65 grammes. Un œuf, 53 grammes. Narco, viens là, viens. Il est où, Narco? Cette réglementation européenne a été en partie abolie. Mais la grande distribution continue de l'imposer aux producteurs, car les consommateurs s'y seraient habitués. Il y en a une qui va être trop grosse, là. Ah, oui. Christian et Anne cultivent 4 hectares de légumes en pleine terre.
La première étape dans la récolte des carottes, la chasse aux gueules cassées. Non, celle-là, elle est mal formée. Elle a des yeux et elle devrait être plutôt droite. Celle-là, elle est belle. Elle est bien droite, pas tordue. Ces critères de beauté imposés par la grande distribution. Elle n'a rien sur la peau, aucune trace. Très bien. Génèrent du gaspillage. Celle-là, elle serait trop longue. Trop grosse et trop longue. Les gens, quand nous, on va les vendre, même en direct, ils ont tendance à les choisir comme la grande surface les a habitués, quoi. Droite, longue. Voilà, ça serait en déclassé, tordu. Là, ils commencent à être un peu petits, là, les carottes. Là. 30% des carottes hors standard. Pendant des années, ces légumes déclassés ont servi de friandises pour leurs vaches. Un gros manque à gagner. Mais Christian a trouvé un nouveau débouché pour ces légumes indésirables depuis l'ouverture de l'épicerie anti-gaspi il y a 1 an et demi. Bonjour. Je te ramène des carottes. Vous la déclassée comme d'hab, au top. J'ai encore de la voiture. Je te mets ça en chambre froide. Ouais, vas-y, tu veux une palette ou pas? Oh non, ça va aller. Christian préfère rester discret sur le prix auquel il vend ses carottes à Marlène. Il craint que ses clients de la grande distribution cherchent à renégocier à la baisse le prix de ses légumes standards. Nous, les petits producteurs comme ça, on veut quand même les faire bien marcher, donc on va pas non plus... en fait, c'est pas bradé non plus. Après, voilà, c'est fixé au juste prix pour que tout le monde, en fait, s'y retrouve. Comme Christian, une dizaine de maraîchers de la région assurent quotidiennement la livraison en légumes. La belle courgette. Magnifique. Bon, bah, elle est lourde, celle-là, je te laisse porter. Mais l'approvisionnement d'une telle épicerie reste parfois un vrai casse-tête. À la fermeture de midi, inspection du rayon réfrigéré. Fabienne, la responsable des achats, doit trouver chaque jour de quoi achalander les rayons des 6 magasins que compte l'enseigne. Là, on a la charcuterie qui arrive demain, heureusement, parce que voir un rayon vide comme ça, ça m'irrisse. Les produits frais représentent 50% du chiffre d'affaires. L'approvisionnement dépend des stocks d'invendus des fournisseurs. Une donnée aléatoire. Fabienne doit contacter des dizaines de fabricants dans l'agroalimentaire pour tenter de trouver la marchandise. Oui, bonjour, c'est Fanny, c'est Fabienne, nous Anti-Gaspi. Je voulais savoir si éventuellement vous aviez une visibilité sur de la charcuterie. C'est certain qu'on n'aura rien pour cette semaine. D'accord. Appel suivant, un producteur de poulet. Aujourd'hui, j'ai des escalopes de poulet bio. J'en ai 240 barquettes DLC au 22. 240 barquettes, 2 fois plus que la quantité qu'elle achète habituellement. Ce qui est compliqué, là, c'est que en fait, la quantité, elle est assez importante pour l'écoulement que l'on a. Ils seront périmés dans 4 jours et nous, on vend jusqu'au dernier jour de la date limite de consommation. Fabienne ne pourrait acheter qu'une partie du stock pour être sûre de les écouler en 4 jours. Mais elle sait que le producteur devra jeter le reste. Le poulet est un produit très demandé. Elle prend donc le risque de tout acheter. Tous les jours, on a des problématiques différentes et des pénuries ou trop de stock. Et le plus frustrant, c'est quand il y a trop de stock et qu'on ne peut pas tout prendre. Les 5 épiceries ouvertes dans l'ouest de la France sont rentables. Une idée qui a germé il y a 2 ans dans la tête de Charles Lottmann, 31 ans, le cofondateur de l'entreprise. Pour se lancer, il a renoncé à son confortable salaire dans la finance. Ce gaspillage, il exerce une pression considérable sur les ressources. En plus, franchement, de voir que ça fait mal au cœur de voir des produits derrière lesquels il y a du travail, il y a de l'investissement et qui terminent à la poubelle. Et donc moi, j'avais envie de renforcer dans ma vie de tous les jours mon engagement écologique et ça passait par le fait de trouver des solutions très concrètes. Pour alimenter toutes ces épiceries, Charles a besoin en permanence de trouver de nouveaux fournisseurs. À Rungis, le premier marché de produits frais au monde, ce serait bien surprenant qu'il ne trouve pas quantité de marchandises à sauver. Donc on va chez qui là, la volaille? Chez Trivol. Ah, il a peut-être des dates courtes parce qu'on est mercredi. D'accord. Il a embauché un ancien grossiste du marché, Raphaël, 25 ans de carrière
et un fin négociateur. Tu vas bien? Et toi, en forme? Très très bien. Je te présente Charles. Au pavillon de la volaille, ce grossiste a des cuisses de poulet Label Rouge, dont la date limite de consommation approche. Il a fallu la convaincre. Si, je suis convaincu. Regarde. Regarde, la date, elle est bonne. bonne date. Dans 4 jours, elles seront bonnes pour la poubelle. Et il y a 8 cartons à écouler. On va être court, hein. Là, il reste 4 jours. Hein. Bah ouais, c'est ça, c'est court, hein. Parce que là, on est le 23, ça arrive dans le magasin le 24, il reste 4 jours. On va avoir le week-end pour le lundi, proposer en magasin. Oui, mais 3 jours après, mais le prix est intéressant. Bah, ouais. J'espère. Les négociations sont ouvertes, à l'abri de nos micros. J'achète plus cher que ça. Bah, je sais. Vous ne voulez pas faire des sous, non, Léo? Mais tu vas vraiment gagner, c'est pas grave. Non, je peux pas. Non, je peux pas. Et moi, il me coûte ça. Ça, à la rigueur, mais en dessous, je peux pas. Et c'est vraiment parce que je te fais plaisir. Plus la date de péremption est courte, plus Raphaël est en position de force pour négocier. Lui, il les paye 3 €, et il voudrait me les vendre 2,90. Et moi, je veux pas, je voudrais 2,70. Parce qu'on a quand même le coût du transport, on a quand même la marge en magasin. Il faut que si on la revend en magasin, au moins qu'on soit à un prix qui soit compétitif par rapport aux concurrents de la grande surface. Tu risques de passer à côté du bonheur. T'as vu, c'est vrai. Tu prends des risques, Raphaël. Merci. Finalement, Raphaël achètera les cuisses à 2,50 € le kilo. Elles seront revendues 1 € plus cher en magasin. Ils sont durs en affaires. Un autre commerçant de fruits et légumes a appelé Raphaël pour tenter de sauver un stock de pommes. 1,5 tonnes qui pourrait finir à la benne à ordures. Donc c'est lesquelles, les petites pommes là qu'ils aura là, par voilà. Et elles sont pas un petit peu tachées aussi? Donc, ah ouais, là, il y a un peu de tri à faire. Là, ici. Il y a des taches, ouais. Elles valent 90 centimes et c'est des pommes qui, nous, là, moi, je vais essayer de mettre entre 30 et 35 centimes. Avec un petit peu de tri à faire, c'est des pommes qu'on peut essayer de revendre en magasin 90 centimes. D'accord. Tu pourras peut-être faire quelque chose en plus parce que tu as vu, il y a la tache. Encore en plus, je vais t'enlever 5 centimes, c'est bon. 5 centimes? Je t'enlève 5 centimes, je pourrais pas faire moins. Hein. Ah, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Ça fait 30, c'est bon, on est 30 bon? 30 centimes? 30, on reste sur 30. Vas-y, 30 centimes. Là, c'est comme les palettes, elles étaient un petit peu cassées. Ça arrange tout le monde, c'est un prix qui arrange tout le monde. Sinon, ça partira à la poubelle. Et ça va être malheureux de... C'est un produit consommable encore. Là, Il lui propose une autre variété de pommes. C'est pas français. C'est pas français, ta Braeburn, là. Ah ouais, c'est de la Nouvelle-Zélande. Et y a pas assez de pommes en France, non, pour aller en Nouvelle-Zélande? Oh! Raphaël achète local. Allô? Ces pommes de l'autre bout du monde, S'il te plaît, merci. il ne veut pas les sauver. On est en pleine saison de pommes poires en France. C'est pas la peine de faire 15 ou 20 000 km à une pomme, alors qu'on peut en acheter à 200 km de chez nous. Ces pêches de vigne, qui pourrissent dans le stock depuis plusieurs semaines, sont bonnes pour la poubelle. Près de 400 kilos. On peut rien faire. Il aurait fallu m'appeler il y a une semaine, j'aurais peut-être pu faire quelque chose. Raphaël et Charles achètent 500 kilos de tomates pour 75 €, 6 fois moins que le prix du marché. À Rungis, les grossistes donnent une partie de leurs invendus à des associations, comme les Restos du Cœur. Le reste est jeté et sert de combustible pour le chauffage des bâtiments. À l'épicerie de Melès, les produits livrés changent presque tous les jours. Marlène doit fixer le prix de vente en magasin pour chaque nouvel article. Pour être sûre d'être moins cher que la concurrence, elle se connecte au site du supermarché le plus proche. Je vais aller voir sur le site internet de mon concurrent les prix qu'il va appliquer pour ce même produit. Donc demain, je reçois ce produit-ci. Voilà, on voit qu'il est vendu à 3,80 €. Hello. Marlène s'engage à être entre 20 et 30 % moins cher que la grande distribution. Du coup, si j'applique une remise de 30 %, j'arrive à un prix de vente affiché à 2,70 €. Là, c'est un produit que j'ai acheté à 2,35 €. Donc, le mettre à 2,70 €, ça ne va pas être possible pour nous. Il n'y a pas assez de marge. Donc là, je vais mettre un prix à 3 €. Du coup, en le fixant à 3 €,
Je vais être 20% moins cher que la grande surface qui est implantée juste en face de notre épicerie. Mais il y a une limite, car la grande distribution elle-même fait des promotions sur ses produits bientôt périmés. Dans ces cas-là, l'épicerie anti-gaspi ne peut pas toujours s'aligner et affiche parfois des prix un peu plus élevés. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la sortie du Monsieur Cuisine connecté. On espère beaucoup de monde. C'est 5 Monsieur Cuisine maximum par client. Le but, c'est d'en avoir pour tout le monde. OK? Il est 5 h du matin, en ce lundi 3 juin, dans le magasin de Colombelle, dans la banlieue de Caen. Et le balai des palettes commence. Dans ces cartons, le nouveau robot de cuisine connecté conçu spécialement pour l'enseigne. Sabrina, la directrice du magasin, a reçu son stock la veille. 9 tours de 20 cartons, gardés précieusement sous clé. Par contre, on les voit pas très bien. Non, il faudrait qu'on arrive à les remettre et qu'on fasse maintenant. Ce robot est le concurrent du célèbre Thermomix, la star des ménagères. Même design, même fonction, mais celui-ci est fabriqué en Chine et coûte 359 €, 4 fois moins cher que le produit de référence qui lui est fait en France. Voilà. Donc là, on les relève. Ça, c'est quand même plus joli. La sortie de ce robot doit couronner la stratégie de montée en gamme de l'enseigne allemande, connue pour ses petits prix. C'est le produit le plus cher qu'on ait fait. C'est un produit cher pour notre clientèle, mais pas cher pour la qualité du produit. Donc on est un peu dans le bac, on espère beaucoup de monde. À 7 h 30, 1 heure avant l'ouverture du magasin, la première cliente est déjà là. Je voulais être sûre de l'avoir, donc je suis venue en avance. Voilà. Vous faites carrément un sitting devant le bar du magasin. Oui, moi je le veux. C'est clair. Céline travaille dans une usine à côté du magasin. Pour ne pas rater l'événement, elle a posé sa matinée. Il peut faire pas mal de choses et vu le prix, quand vous voyez le prix par rapport au Thermomix, voilà, vous dites j'achète. Vous aussi, vous êtes là pour le robot? Oui. 30 minutes avant l'ouverture, ils sont déjà plus d'une trentaine devant les portes. Mais la campagne de vente de ce robot ne va pas se dérouler comme prévu. L'enseigne n'a pourtant pas lésiné sur les moyens. Durant 2 jours, son spot publicitaire a tourné sur les grandes chaînes. Avec près de 500 millions € dépensés en pub télé chaque année, le groupe est le premier annonceur de la grande distribution. Son but, marteler qu'il n'est plus une enseigne de hard discount. Pour changer d'image, cette chaîne de supermarchés allemande a investi plus de 4 milliards € dans la rénovation de ses magasins en France. Celui de Colombelle, flambant neuf, fait partie des 800 établissements qui ont déjà été relookés. Une structure en verre qui laisse passer la lumière. Des allées plus spacieuses et mieux agencées. Dans les magasins plus anciens, les clients déambulent encore dans des hangars sinistres à la lumière blafarde, que les salariés surnomment entre eux les grottes. Des rayons étroits, désorganisés, voire complètement en vrac. La métamorphose de son magasin, Sabrina, la directrice, a pu en mesurer les effets. L'ancien magasin de Colombelle faisait 600 m², celui-ci fait à peine 1000 m², il fait 998 exactement. On n'a pas plus de références, c'est juste que c'est mieux présenté, plus étalé et plus accueillant. On voit mieux les produits, donc on les vend mieux. Un magasin modernisé multiplie ses ventes par 2 et gagne 60% de nouveaux clients. Je venais un petit peu voir, en fait, par curiosité. Voilà. C'est une bonne surprise, ouais, c'est un beau magasin qui est bien agencé, voilà. Pour rattraper son retard par rapport à ses concurrents, le groupe s'est lancé sur de nouveaux terrains. Désormais, on trouve du pain frais et des viennoiseries cuits sur place, un rayon bio, poissonnerie et vin, et surtout des fruits et légumes frais livrés tous les matins. Une impression d'abondance. Pourtant, dans les rayons, ce sont toujours les vieilles recettes du hard discount. Pour limiter les frais de manutention,
les aliments ne sont pas déballés de leur carton de livraison. Et on trouve seulement 1600 références en rayon, contre 20 000 dans un supermarché classique ou 60 000 en hypermarché. Ici, le mot d'ordre, c'est un besoin, un produit. Et 90% des ventes proviennent de leur marque distributeur. Nous avons une sorte de purée de notre marque. Après, on va avoir l'autre qui va être en saveur d'autrefois de notre marque. Et après, nous allons avoir la marque nationale. Voilà, pour la purée, on va avoir 3 références. Leur purée classique est vendue 1,09 € contre 2,39 € pour la purée mousseline. L'enseigne n'a aucun scrupule à copier les emballages des best-sellers de la grande distribution. Chocolat en poudre, pâte à tartiner, qui a la même forme et les mêmes codes couleurs que sa célèbre concurrente, mais coûte 2 fois moins cher. Même chose avec ce shampoing antipelliculaire. La grande marque est vendue 3,35 €, leur shampoing 1,36 €. Pour chacun de ces produits maison, la marge du groupe est faible, mais il se rattrape sur les quantités. Ils sont fabriqués en très grand nombre et distribués dans les 10 000 magasins de l'enseigne à travers l'Europe. Un choix très limité qui ne rebute pas les clients. Il n'y a pas énormément de choix, mais en même temps, je me demande est-ce que l'humanité a besoin de tant de choix que ça, quoi. Parfois, quand je vais dans des grandes surfaces et que je me retrouve face à 12 types de dentifrice, je me demande en fait est-ce qu'on a besoin d'autant de ça. Une stratégie qui fonctionne. Depuis 5 ans, l'enseigne affiche une croissance annuelle à 2 chiffres. Et en se basant sur des enquêtes d'opinion, elle se proclame supermarché le moins cher de France. Là, vous voyez, j'en ai pour 156 €. Je vais à Carrefour et Rouville, j'en ai pour le double. On a déjà fait l'expérience. Pour illustrer sa montée en gamme, l'enseigne affiche sa proximité avec le terroir. Partout dans le magasin, des visages d'agriculteurs, producteurs de lait, de viande, jusque sur les barquettes. Pendant des années, la grande distribution a imposé au monde agricole des prix cassés. Aujourd'hui, comme ses concurrents, Lidl veut se démarquer de ces pratiques et assurerait aux producteurs un revenu digne et garanti. Dans le Loiret, à la tête d'une exploitation de 85 vaches laitières, Philippe Gillet. Il est membre d'une association de 280 producteurs qui s'apprête à renouveler un énorme contrat avec l'enseigne. On va aller voir l'installation. Philippe produit 700 000 litres de lait par an. Un rendement qu'il doit en partie à de lourds investissements, comme ce robot de traite, acheté 400 000 € et qui pèse sur les comptes de l'exploitation. L'énergie, au sens large, les frais généraux de nos structures ont pris des augmentations terribles. Sauf que si on n'arrive plus à valoriser, que ça soit la tonne de lait ou la tonne de céréales, parce que c'est, je dirais presque, toute matière agricole confondue, on arrive dans un étranglement que nos résultats sont à zéro, voire même en négatif. Donc, quand vous travaillez en négatif, ça ne peut pas durer. Bonjour Michel. C'est sur son exploitation qu'a rendez-vous ce matin Michel Biérot, le directeur des achats et du marketing de Lidl. Pas le soleil aujourd'hui, hein. Et non. Cet Alsacien est l'homme par qui passent toutes les négociations. Il est venu renouveler un accord tripartite dans lequel éleveurs, industriels et distributeurs se mettent d'accord sur un prix qui convient à tous. Il retrouve le représentant des producteurs. Et pourquoi il n'y a pas le tapis là? Ça va? Philippe. Bonjour. Philippe Gillet. Donc c'est vous le propriétaire. Voilà l'accueillant. Eh ben, merci de nous accueillir en tout cas. Et d'autres éleveurs. Bonjour. Je connais un peu, ouais, je viens de ce monde-là. Je ne suis pas un Parisien qui ne connaît que les limites du périphérique. Voilà, je connais le monde agricole parce que mes grands-parents étaient agriculteurs. C'était pas une ferme d'élevage, mais on était dans la choucroute. Donc voilà, donc je suis né dans le monde agricole et de ce fait aussi, c'est peut-être pour ça que je le défends un peu plus que quelqu'un d'autre, ce directeur. Ça va, Michel? Ils sont rejoints par Emmanuel Vasnex, l'industriel, qui met en bouteille 5 millions de litres de lait par an pour l'enseigne. Pour la signature, mise en scène champêtre, bottes de paille et pack de lait.
On paraphe ou on signe seulement? On paraphe et on signe. Michel Biérot dit ne jamais négocier le prix proposé par les éleveurs, quitte à rogner sur sa marge. Cette année, ils l'ont fixé à 37 centimes le litre hors prime, soit 4 centimes de plus que l'an dernier. Un tarif garanti sur 12 mois. Moi, ce que je veux dans le prix d'achat, c'est que les éleveurs soient correctement rémunérés. Vous étiez avant à 33 ou 34, aujourd'hui on est à 37, donc il y a 3 centimes, sachant que l'industriel fait un effort, le distributeur fait un effort. Donc quand tout le monde a fait l'effort, donc on parle de quelques centimes. C'est même pas 5 centimes, c'est 2-3 centimes, quoi. C'est pas grand-chose. Pour nous, c'est important. On va dire que si 4 centimes sur une exploitation qui va faire en moyenne 500 000 litres, sur un chiffre d'affaires, ça va faire 20 000 euros de chiffre d'affaires de plus. Là, ça permet d'apporter de la stabilité, éventuellement d'aller rembourser ses investissements et surtout de se projeter vers l'avenir. Je l'ai dit, concrètement, sur mon exploitation, j'ai un neveu qui s'est installé. Sans ce type de contrat, c'est pas envisageable. Ça permet d'aller voir une banque, de se dire voilà où on va, ça donne une direction, ça donne le là. Lidl n'est pas la seule enseigne à s'engager auprès des éleveurs. Les poids lourds de la grande distribution s'y mettent les uns après les autres. Filière responsable, lait équitable, c'est devenu un argument de vente que l'on affiche sur les briques et les bouteilles. Aujourd'hui, 100% du lait vendu dans l'Hexagone par l'enseigne allemande est d'origine française. C'est à Rungis, au siège, que sont validés tous les aliments fabriqués en France pour le distributeur. Des opérations chapeautées par Michel Biérot. Entré il y a 18 ans en tant que directeur de magasin, il a gravi tous les échelons au sein du groupe. Bonjour tout le monde. Dans cette immense cuisine, les acheteurs de la marque testent leurs produits. Mais après, là, il y a eu le transport, parce que c'est venu en chronopost. Et les comparent à la concurrence. Bonjour. Ça va Océane? Bonjour Michel. Thibaut. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a pas mal de produits, on a des contrôles qualité sur les pains, ouais. Et après j'ai des choses à te proposer. Ça c'est déjà ça, c'est nos produits. Ce jour-là, Michel Biérot se concentre sur le pain et commence par vérifier le rustique. Moi je préfère déjà l'alvéolage d'une autre. Sur chaque pain, tout est passé en revue. La dorure, le croustillant et la mie. Et là c'est moumou. Au final, c'est toujours Michel Biérot qui tranche. Il traque le moindre défaut en se mettant dans la peau du client. Là je suis pas sûr, tu vois, la tenue. Alors là, avant même de le goûter, moi perso, je préfère de loin le concurrent. En termes de forme, visuellement, il n'y a pas photo, quoi. Là, on a un pain moulé. Moi, je privilégie celui-ci. Clairement, ça fait beaucoup plus traditionnel. Donc là, Thibaut et Océane vont retravailler avec le fournisseur pour voir comment on peut faire notre pain avec la forme de celui de notre concurrent. Pourquoi? Parce que, et là, je pense que voilà, tout le monde peut comprendre que ça, c'est beaucoup plus vendeur que ça. Je trouve que c'est... Pain aux céréales, baguettes, brioches. Ils ont déjà une quarantaine de variétés en magasin. Mais ils veulent quand même lancer un nouveau produit, une baguette viennoise. On va passer donc à la viennoise, je t'en ai parlé. Viennoise, ouais, c'est un développement qu'on veut faire, une unité de besoin, un produit qu'on n'a pas en magasin aujourd'hui. Devant eux, sur la planche de droite, 3 viennoises. L'une achetée chez leur principal concurrent industriel et 2 autres en boulangerie traditionnelle. C'est magnifique, hein. Là, on est vraiment sur quelque chose... Mais ça, on n'y arrivera pas, ça, c'est clair qu'on n'y arrivera pas. Mais c'est pas grave. Il faut se rapprocher de la qualité de la boulangerie artisanale sur ce produit-là, en termes gustatifs, tout en ayant l'aspect le plus traditionnel possible, jusqu'à la limite de ce qu'on sait faire au niveau industriel. Pour déterminer la qualité souhaitée, ils ont demandé à leurs fournisseurs habituels de leur proposer plusieurs échantillons sur lesquels ils travaillent. Ok, on déguste? Ouais. Bon, on va commencer par... Lui, il est super jaune. Ouais. La couleur est différente de ce qu'on peut avoir. Quand vous croquez dans celle-ci, en fait, il n'y a pas de croûte. Ça se fond avec la mie, quoi. Et là, quand vous croquez, on le sent déjà. C'est vrai qu'on même, on l'entend. On l'entend. On dirait presque une baguette. T'as goûté celle-là? Non, pas encore. Alors là, la croûte, elle est encore... Si là, elle est marquée, là, t'as que la croûte en bouche.
Trop de croûte, la recette est donc à retravailler, tout comme l'apparence, qui doit faire le plus artisanal possible. Quand on avance un peu dans la dégustation, dans l'analyse, on voit que là, on est sur une cuisson sur pierre, et là, on est sur une cuisson sur filet. On voit clairement les mailles du filet. Donc ça fait très industriel, ça fait très traditionnel. Pourtant, c'est un industriel qui l'a produit. Donc c'est possible. Il faut 6 à 8 mois en moyenne pour élaborer un produit. C'est le temps nécessaire aux industriels pour faire des essais et satisfaire les exigences de leurs clients. Pour faire part de leurs remarques, Michel Biérot et son équipe se rendent directement chez le fournisseur. Bonjour monsieur. Bonjour. Bon, bienvenue. Cette boulangerie industrielle, qui travaille aussi pour d'autres marques, produit déjà 20 références pour Lidl. Elle espère bien ajouter la baguette viennoise à son catalogue. Donc ici nous avons le projet demi-baguette viennoise. Donc nos boulangers ont travaillé depuis plusieurs semaines sur ce produit. En tout cas, visuellement, ce produit-là me plaît beaucoup plus que celui-là. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ça, je n'en veux pas dans mes magasins. Ça me va bien. En termes de visuel déjà. Oui. Ce fabricant a déjà proposé 3 versions de la viennoise et ça ne va toujours pas. Four à sol. Et il y avait un autre point, c'était l'histoire de la croûte. Il faut une croûte pour moi plus fine, vraiment qui se fond avec la mie. D'ailleurs, on le sent. Oui. Vous voyez On a une épaisseur de croûte qui est légèrement supérieure à... Exactement. Et donc forcément, il y a une espèce de croquant en bouche qu'on ne retrouve pas chez les référents et chez nos concurrents principaux. Maintenant, si, Thibaut, on rajoute une petite dorure à l'œuf, ouais, c'est ça. Si on essaye, la dorure va nous faire ramollir cette petite croûte. Oui. Je suis persuadé que ce produit va être un carton. Non? Si, moi, j'y crois, mais à 100%. Et on va exploser les ventes. Top. Pour l'instant, plusieurs industriels sont mis en concurrence. Une fois le fournisseur sélectionné, Michel Biérot et ses acheteurs négocieront un prix d'achat et des quantités. Une discussion confidentielle. Quant au prix de vente en magasin, il a déjà sa petite idée. Je pense qu'on va plutôt être, je sais pas, moi, dans les entre 80 et 90 centimes. Donc nous, ce qu'on va faire, on va analyser notre marché. D'autres distributeurs font très certainement une baguette viennoise, d'accord ? On va regarder combien ils le vendent et on va se positionner par rapport à ce marché concurrentiel. Donc s'ils vendent un, clairement, on ne vendra pas plus que un. L'obsession de la concurrence, en termes de prix, mais aussi de présentation des produits. Cathy Gerling est responsable du service packaging de la marque. C'est elle qui élabore tous les emballages. Bonjour Cathy. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Pâte à tarte. Pâte à tarte. Cela fait 6 ans qu'ils n'ont pas renouvelé leur modèle. Ok. Alors, brisé, rouge, il y a un code couleur qui se détache fortement, hein, on est d'accord. Nous sommes d'accord. Hop. Et ça, c'est nous. Voilà. Tout le marché sur la pâte feuilletée. Alors ça, c'est la nôtre. Ça, c'est Aldi, c'est bleu. Carrefour, c'est bleu. La marque, c'est bleu. Et vous prenez les mêmes en pâte brisée, c'est rouge partout. Alors que la concurrence est homogène, Lidl détonne complètement avec une majorité de verts fluo. Les consommateurs sont conditionnés par les marques nationales avec des codes couleurs. Donc, des grandes marques nationales qui fabriquent des pâtes à tarte ont décidé un jour que la pâte brisée serait rouge et que la pâte feuilletée serait bleue. Et donc, si on ne suit pas ce code couleur, au minimum, eh ben, on va perdre des ventes. Parce que le consommateur, devant le rayon, ne s'y retrouvera pas. On a eu des exemples sur de la brioche tranchée, tu te rappelles? Quelques années en arrière, on a changé du tout au tout. On est passé du orange au bleu. Moins 40% de ventes en 2 jours. Moins 40%. Donc ça, c'est dramatique. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On appelle le fournisseur. Dans 24 heures, il faut qu'il rechange les packaging. Alors, je te présente quelques projets. Go. Et voici donc la proposition qu'on a déjà bien aboutie, qu'on te propose. Là, en fait, celle-ci, c'est une déclinaison de celle-ci, où on a rajouté davantage de bleu sur cette piste-là. Ouais. Les couleurs sont moins présentes sur les autres. Donc on a du bleu ici, on a du bleu ici, et on a du bleu ici. Alors, il n'est peut-être pas prédominant, mais en tout cas,
on voit qu'il y a un code couleur bleu. Aujourd'hui, le consommateur, je pense qu'il est plus... voilà, quand il voit ça, il salive un peu plus, quoi. Là, moi, j'ai pas envie... Là, je salive pas, là. Enfin, plus, en tout cas. Là, oui. Non, ça, c'est top. OK. Le nouvel emballage n'aura pas d'impact sur le prix de vente et sera en rayon d'ici 2 mois. Dans un secteur très concurrentiel, la communication est le nerf de la guerre. Début avril, dans un quartier branché de la capitale, la marque invite une douzaine d'influenceuses. Bonjour. Encadrées par Patricia Raffaelli, une chef, elles vont tester le nouveau robot de cuisine 2 mois avant sa sortie. Un plat, un dessert, de quoi se faire un avis. Alors pour le dessert, j'ai choisi une recette qui est préenregistrée dans le robot. Donc là, en l'occurrence, on va faire la mousse à la framboise. Ces trentenaires, souvent mères de famille, exposent leur vie et leurs conseils sur les réseaux sociaux. Et leur opinion compte. Avec tout ça, vous pouvez tout faire. Mais tout, hein, sauf le ménage. Aïcha, blogueuse culinaire, a plus de 100 000 abonnés. Marine, spécialiste du placement de produits, 65 000. Et Marie-Charlotte, infirmière pédiatrique, qui a une communauté de 33 000 fidèles. La plupart d'entre elles vont cuisiner en direct sur Instagram. Donc là, je vais couper mon cabillaud en 2. Et donc là, je vais faire une écrasée de pommes de terre dans le Monsieur Cuisine. On n'est pas rendu cocotte, hein. On n'est pas rendu, hein. En 2, en 4. Cette douzaine de femmes influencent en direct jusqu'à 600 000 personnes. J'ai eu pas mal de réactions puisque j'ai publié des Insta Stories. Tiens, bah oui, sort quand est-ce que c'est facile, par exemple. Donc là, j'ai une abonnée qui m'écrit « J'attends ton avis avec impatience, bonne recette à toi ». On va avoir... Ah, il arrive, tu sais que je l'attendais. Une publicité 2.0 pour laquelle Lidl n'a pas hésité à investir. La marque a pris en charge l'avion, le train et la nuit d'hôtel pour les influenceuses venues de loin. Elles ne sont pas rémunérées, mais repartiront toutes avec un robot flambant neuf. Le fait d'être invité et de se faire offrir un robot, ça ne change rien à votre objectivité? Ah non. Ah non, si le robot je le trouve nul, je le trouve nul. Très honnêtement, je le dirais. Ils m'ont pas dit, alors vous dites ça, vous dites ça, vous dites pas ça, puisqu'on poste tout en direct. Ils n'ont aucun contrôle sur ce qu'on est en train de poster, en fait, là. J'ai la classe ou pas? Le talent. Le talent, ça ne s'achète pas. Ce soir-là, l'appareil a fait l'unanimité chez les influenceuses. De bon augure pour la marque. Retour à Colombelles ce lundi 3 juin. 8h30 tapante. Ah ouais, à vos marques. C'est le coup d'envoi. Oh, c'est génial. Caisse numéro 3, s'il vous plaît. Je l'ai eu, je l'ai eu. Ah oui, je suis contente, très très contente. Je vais pouvoir faire plaisir à toute ma famille. La première palette est vidée en quelques secondes. Il n'y en a plus? Il y en a plus. Les clients se ruent sur la deuxième, qui vient à peine de franchir les portes de la réserve. Madame. Ça y est, j'ai réussi. Des clients qui laissent éclater leur joie auprès de la directrice, d'une manière parfois surprenante. C'est la fête chez vous aujourd'hui. C'est la fête aujourd'hui. Ah oui, chapeau, chapeau. Merci, c'est gentil. Oh, c'est réussi, c'est réussi, chapeau. Alors? Ah bah c'est génial. Ça part comme des petits pains. J'ai pas d'autres mots là, c'est top. En moins de 30 minutes, le magasin a déjà vendu 100 exemplaires. Ça vous fait 359 €, s'il vous plaît, madame. À 13h, le stock de 180 robots est totalement écoulé. Vous savez que c'est le dernier? Ah bon? Je croyais même pas en trouver. C'est vrai? Oui. Ce matin-là, la même cohue a eu lieu dans la plupart des 1500 magasins de l'enseigne.
70% du stock est parti en quelques heures. Pour les déçus, Lidl a dû prévoir une solution de secours, l'inscription sur une liste d'attente. On risquerait de recevoir une provision si tout va bien dans 3 semaines. Ouais. Donc on va... avec votre nom, si on en reçoit, on vous en met à côté, on vous appelle et vous venez le chercher. D'accord. Il y a 2 ans, lors de la sortie de son premier robot de cuisine, face au stock insuffisant, l'enseigne avait été accusée d'avoir organisé la pénurie pour faire le buzz. Cette fois, pour éviter une amende pour publicité mensongère, elle a dû s'engager à garantir la disponibilité du produit pendant 15 semaines. Quelques jours après son lancement, le succès de ce robot a attiré l'attention des petits génies de l'informatique. Alors, allumons la bête grâce au petit bouton. Cette semaine, des hackers se sont filmés en train de le pirater et de naviguer sur le net depuis l'écran tactile. Voilà, donc on peut aussi bien regarder des YouTube Poop sur son robot de cuisine. Le site Numérama révèle que ces pirates informatiques ont même découvert un micro à l'intérieur du robot, alors qu'il ne figure pas sur le mode d'emploi et que le client n'en est pas informé. Techniquement, l'utilisateur pourrait donc être écouté. La direction de Lidl explique que ce micro est désactivé et ne peut pas être mis en marche par les clients. Voilà, donc on va faire un test d'appel. Les hackers, eux, se sont amusés à le faire fonctionner grâce à une application de discussion en ligne. Sur son téléphone portable. Ouais, salut Alexis, est-ce que tu m'entends? Ouais, très bien. Okay. L'écran tactile est en fait une tablette équipée d'un logiciel non sécurisé datant de 2015. Et son micro. Des composants bon marché. Je te remercie. Salut. Qui expliquerait en partie le coût très concurrentiel du fameux robot.